Bonsoir chers élèves, sciences, économie et gestion. On est toujours dans la séquence de stratégie et croissance. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre qui est les options stratégiques. Alors, les options stratégiques sont divisées en trois grandes parties. La stratégie de métier, les stratégies relationnelles et les stratégies de développement. Aujourd'hui, on va essayer de voir chaque élément à part. Alors, on commence par les stratégies de métier. On a deux stratégies, la stratégie de spécialisation et la stratégie de diversification. Commençons d'abord par la spécialisation. Alors, les stratégies de spécialisation sont généralement liées à la maîtrise d'une technologie ou d'un métier. L'entreprise approfondit son savoir-faire dans un domaine connu, mais prend les risques d'être plus vulnérable aux évolutions de l'environnement. Alors, les axes de la spécialisation. On a trois axes essentiels. Premièrement, la pénétration du marché. Deuxièmement, le développement du marché. Et troisièmement, la spécialisation comme stratégie de survie. Commençons par la pénétration du marché. La pénétration de marché consiste à ce que l'entreprise augmente le chiffre d'affaires avec les produits conçus par l'entreprise sur le marché déjà exploité, c'est-à-dire que l'entreprise essaye d'augmenter ses parts de marché. Alors, les modes de pénétration de marché, il y a trois modes essentiels. La domination par les coûts, la différenciation et la focalisation ou la concentration. Commençons par la domination des prix. Par les coûts, pardon. La domination par les coûts consiste en deux stratégies. Stratégie de volume, ça veut dire produire plus, ou bien stratégie d'efficience, ça veut dire produire mieux en termes de qualité. Deuxième mode, on a le mode de différenciation. L'entreprise valorise des produits vers le haut, ça veut dire faire jouer de la marque, de la qualité. Ou bien valorise vers le bas, ça veut dire que l'entreprise fait de l'épuration des prix. Le troisième mode consiste à ce que l'entreprise se focalise et se concentre en développant un avantage concurrentiel sur un segment limité de manière à créer une exclusivité de la production sur le marché. Cette focalisation ou concentration se fait en termes de niche ou bien de créneau. Alors, on sélectionne un type de produit spécifique, c'est la politique de niche, ou bien on sélectionne un type de client ou une zone géographique nouvelle, c'est la politique de créneau. Alors, deuxième axe, c'est le développement de marché. Alors, le développement de marché consiste à une extension du marché pour toucher une cible plus large. Les objets de cette extension, on a des objets géographiques, qui se pose sur l'élargissement de l'horizon géographique de l'entreprise. On a la diversification des canaux de distribution, ça veut dire ouverture de nouveaux canaux ou de nouvelles formes de vente. Élargissement de la clientèle, ça veut dire l'orientation vers de nouveaux groupes de consommation. Alors, la spécialisation comme stratégie de survie, qui est le troisième mode de diversification, c'est la stratégie de dégagement ou de désengagement, ça veut dire se retirer ou abandonner un domaine d'activité stratégique ou un métier. Alors, la spécialisation comme stratégie de survie, ça veut dire le recentrage, ça veut dire que l'entreprise, après diversification, renforce son métier d'origine par l'abandon des activités annexes qu'elle a déjà abordées. Pour cette stratégie-là, on a des avantages et des limites. Alors, pour les avantages, on trouve qu'il y a une gestion plus simple au sein de l'entreprise, il y a une maîtrise des coûts, ça veut dire que l'entreprise réalise des économies d'échelle, une image de spécialiste, un développement de l'expérience grâce à la maîtrise du métier, ça veut dire l'effet expérience qui est très important, et dernièrement, il y a une concentration des forces, tandis que les limites sont la limitation à un seul produit, la nécessité de suivre les évolutions technologiques, il y a le risque de saturation de marché à cause de cette concentration, l'apparition de nouveaux produits concurrents, et dernièrement, on a le risque de manque de flexibilité. Alors, après cette présentation-là, on va passer à une petite application sur ce qu'on a déjà avancé.
Alors, je lis l'application. Alors, l'entreprise spécialisée dans les friandises et les barres chocolatées pour enfants, la firme Bombec s'est orientée aujourd'hui également vers le marché des adultes. Dans un premier temps, la publicité a incité les adultes à goûter les produits destinés aux enfants afin de lancer des produits spécifiquement développés à ce niveau de segment de marché, qui sont les adultes. Alors, question. Premièrement, identifier le métier de l'entreprise Bombec. Deuxièmement, préciser le ou les options stratégiques de cette entreprise. Et dernièrement, déterminer son axe stratégique. Bien sûr, en justifiant la réponse. Alors, après réflexion, j'espère que vous travaillez l'exercice avec une réflexion posée. Donc, on va trouver que le métier de Bombec, c'est la production et la distribution des friandises et des barres chocolatées pour les enfants. L'option stratégique, c'est la spécialisation, ça veut dire qu'il est spécialiste dans un seul métier. Et l'axe stratégique de Bombec, c'est la politique de créneau, car l'entreprise a étendu son marché sur un nouveau segment, ça veut dire une nouvelle clientèle qui n'était pas visée dans sa production initiale. Alors, nouveau métier, nouveau marché. Là, c'est la stratégie de diversification. Comment peut-on passer à une diversification? C'est en choisissant ou bien un nouveau métier, ou bien à pénétrer de nouveaux marchés, à conquérir de nouveaux marchés. Alors, la diversification consiste à élargir ses activités dans des domaines totalement différents. L'entreprise peut ainsi mieux répartir ses risques et maîtriser des domaines totalement différents. Alors, il y a plusieurs exemples d'entreprises qui se diversifient. Les modes de diversification, alors on a premièrement le placement, diversification par placement. Deuxièmement, l'entreprise dégage des excédents de liquidité, les place en investissement dans les créations ou le rachat des entreprises. Deuxième mode, c'est la diversification par confortement. Alors, le renforcement des activités de l'entreprise en lui adjoignant une ou plusieurs activités complémentaires. Troisième mode, on a la diversification par redéploiement. Se reconvertir vers des secteurs plus porteurs pouvant assurer une reconversion de l'entreprise. Bien sûr, le redéploiement, ça veut dire que déjà le marché elle est mûr dans sa première production. Alors, dernièrement, on a la diversification par survie, ça veut dire trouver d'autres activités pour assurer l'avenir de l'entreprise qui est arrivé à un stade de maturation au niveau de production. Alors, on passe à une petite application au niveau de la diversification. Le marché mondial stagnant, les législations interdisant la publicité pour le tabac, les procès intentés par les consommateurs, l'entreprise a décidé de profiter de ses réserves financières phénoménales pour développer parallèlement de nouveaux métiers et continuer à rémunérer ses actions malgré la baisse substantielle de ses revenus dans l'industrie du tabac. Alors, en rachetant un leader mondial de l'agroalimentaire, l'entreprise s'assure une diversification stratégique dans une industrie stable et rentable. D'autre part, en lançant une marque de vêtements portant le nom de son produit vedette, elle espère contourner l'interdiction de communication et de publicité qui frappe les cigarettes pour néanmoins continuer à soutenir la notoriété et l'image de sa marque. Vache à lait. Question. Première question, caractériser les stratégies de cette entreprise. Deuxième question, quels sont les facteurs qui l'ont poussé à adopter cette stratégie? Troisième question, quels sont les objectifs de ses dirigeants? Alors, pour répondre,
une petite réflexion et une petite analyse de ce qui a été avancé dans le cours. Premièrement, la stratégie de diversification par le redéploiement, ça veut dire plusieurs métiers, industrie agroalimentaire et lignes de vêtements. Deuxième question. Alors, les facteurs incitatifs de cette option sont, premièrement, des facteurs internes. C'est la baisse substantielle de ses revenus, ça veut dire des revenus de l'entreprise à cause des interdictions qui ont été instaurées par la législation. Il y a aussi des facteurs externes, le marché mondial qui est stagnant et la législation interdisant la publicité. Dernièrement, c'est le procès intenté par les consommateurs visant l'entreprise. Troisième question, les objectifs se résument en la continuation à rémunérer ses actionnaires. Parce que tout le monde, en étant actionnaire dans une entreprise, n'attend qu'être rémunéré par des dividendes, par des profits. Alors maintenant, on passe aux limites et aux avantages de cette stratégie. Alors, les avantages, on a premièrement la répartition des risques. Deuxièmement, des effets de synergie. Troisièmement, acquisition et maîtrise de nouvelles compétences. Aussi, on a l'augmentation de la rentabilité. Et dernièrement, on assure une croissance à notre entreprise. Bien sûr, comme il y a des avantages, il y a des limites. Alors, les limites, on a une gestion de complexe, une gestion de plus en plus complexe, on a la dispersion des compétences, une identité moins forte et des besoins de financement plus multiples. Alors, là, on a élaboré les deux stratégies qui est de métier. Maintenant, on va passer à une stratégie relationnelle qui est la stratégie d'impartition. Alors, la stratégie d'impartition, lorsque des entreprises s'associent contractuellement tout en restant indépendants. Alors maintenant, on passe au deuxième élément qui est les stratégies relationnelles. Les stratégies relationnelles contiennent aussi deux stratégies. Alors on entame la première qui est les stratégies d'impartition. Alors les stratégies d'impartition, c'est lorsque des entreprises s'associent contractuellement tout en restant indépendants. Alors les stratégies d'impartition, les plus connues sont la franchise, la sous-traitance, la concession et l'agrément, la joint venture et le GIE qui est le groupement d'intérêt économique. Alors, la franchise, c'est un contrat par lequel une entreprise, qui est le franchiseur, met à la disposition d'une autre entreprise, qui est le franchisé, son savoir-faire, sa marque, son assistance, en contrepartie des redevances. Alors, il y a plusieurs exemples, Zara, McDo, etc. La sous-traitance, c'est une entreprise où le donneur d'ordre fait exécuter par une autre entreprise qui est le sous-traitant une partie de sa production. Alors, les exemples sont vraiment beaucoup, surtout au niveau des entreprises de technologie. Alors, on a la troisième stratégie qui est la concession. Alors, c'est un contrat par lequel un commerçant appelé concessionnaire distribue exclusivement sur un territoire donné pour un commerçant ou une industrie appelée concédant. Alors l'exemple le plus existant, c'est les concessionnaires de voitures, des marques de voitures, Mercedes, Audi, etc. Alors, il y a aussi la cession de licence. Alors, la cession de licence, il s'agit pour une entreprise d'autoriser à une autre entreprise d'utiliser un brevet d'invention ou en partie de redevance aussi. Alors, la joint venture.
La joint venture ou la co-entreprise, il s'agit d'une entreprise commune créée par deux entreprises au plus dont le capital est détenu à part égale par ces derniers. Ça veut dire qu'on a l'entreprise A, l'entreprise B qui crée une entreprise C où ils ont des parts égaux. Et dernièrement, le groupement d'intérêt économique. Alors, le groupement d'intérêt économique, c'est un groupement dont le but est de faciliter ou de développer l'activité de ses membres ou d'améliorer les résultats de ses activités, alors tout en gardant leur indépendance, leur entité entrepreneuriale. Les avantages et les limites de cette stratégie d'impartition. Alors, pour les avantages, on a la réduction des coûts, on bénéficie d'expérience des spécialistes, on se permet l'exigence et en plus, il y a une grande flexibilité dans cette stratégie. Les limites, alors on dépend du fournisseur, on perd son savoir-faire et on risque de contrefaçon. Et dernièrement, on supprime des emplois, ce qui engage des indemnités lourdes à la charge des entreprises. Alors, la deuxième stratégie relationnelle, c'est la stratégie d'intégration. La stratégie d'intégration, c'est lorsque les entreprises se regroupent en faisant perdre à l'une d'entre elles son autonomie ou en la faisant disparaître carrément. Alors, niveau d'intégration, on a deux niveaux. Niveau vertical ou niveau horizontal. Le niveau vertical, elle est en deux manières. Elle est en amont, ça veut dire intégrer des entreprises qui ont une position antérieure, ça veut dire absorber son fournisseur, ou bien en aval, c'est-à-dire intégrer des entreprises qui ont une position ultérieure, c'est lorsqu'on absorbe nos clients ou nos distributeurs. Alors, l'intégration horizontale, qui est le deuxième cas d'intégration, ne concerne qu'un même stade de production, ça veut dire le regroupement d'entreprises d'un seul ou d'un même métier. Les modalités d'intégration, on a plusieurs modalités, on va voir trois. La fusion, qui est la transmission de patrimoine à une société nouvelle. Donc, la fusion-absorption, qui fait disparaître la société absorbée. Et troisièmement, on a la scission, qu'une entreprise disparaît en transmettant tout son patrimoine à une ou plusieurs petites entreprises qui sont déjà créées ou bien qui vont être créées pour que cette scission soit faite. Alors, on a la fusion, donc l'entreprise A plus l'entreprise B, ça nous donne une nouvelle entreprise qui est l'entreprise C. La fusion-absorption, A est absorbé par B, donc il ne reste que l'entreprise A. Et dernièrement, on a la scission, ça veut dire que l'entreprise A est éclatée en deux ou plusieurs entreprises, B et C, et A disparaît. Alors, les avantages de cette stratégie d'intégration, alors on a une rationalisation des opérations productives, un contrôle meilleur et total ou partiel de la filière, une maîtrise de plusieurs technologies, réalisation des économies d'échelle, garantie sur les approvisionnements et les débouchés, pouvoir plus important sur le marché et élévation des barrières à l'entrée des concurrents. Pour les limites, on a une rigidité de fonctionnement, on a un accroissement des frais fixes, des difficultés à sortir de la filière, des risques de contamination de la filière en cas de maillon malade, perte des avantages liés au changement des partenaires pour l'approvisionnement et les débouchés, et dernièrement, on a le risque de surcapacité productive. Alors, les stratégies de développement maintenant, c'est le troisième élément. Les options stratégiques, c'est la stratégie de développement. Les stratégies de développement ne contiennent que la stratégie d'internationalisation. C'est une stratégie d'extension de l'activité de l'entreprise au-delà de leur marché national. Alors, cela se traduit par l'internationalisation des entreprises qui vont aller produire et chercher des débouchés hors de leurs frontières. On parle de firmes multinationales.
Alors, les bouleversements technologiques issus de l'industrie électronique ont accompagné ce mouvement d'internationalisation. Alors, la question qui se pose, pourquoi s'internationaliser? Premièrement, quelles sont les raisons qui poussent les entreprises à s'internationaliser? Et deuxièmement, qu'est-ce qui explique le développement de ce phénomène? Alors, premièrement, les raisons, on a l'accès aux ressources, matières premières, main-d'œuvre peu chères et mieux qualifiées. Deuxièmement, les économies d'échelle que l'entreprise espère pour la production et la commercialisation dans de nouveaux marchés. La recherche des débouchés, d'opportunités, de croissance limitée sur son marché intérieur. Toutes ces raisons poussent à l'entreprise à s'internationaliser. On a aussi le développement des moyens de circulation a été historiquement un facteur de facilitation. Aujourd'hui, c'est avant tout le développement et la baisse du coût de circulation de l'information qui explique le développement important de ces dernières années. Alors, les facteurs qui permettent l'internationalisation ou bien qui poussent les entreprises à l'internationalisation, on a plusieurs facteurs. Premièrement, les facteurs techniques. Alors, les facteurs techniques enveloppent le développement des transports internationaux, baisse des coûts et augmentation de la rapidité. Deuxièmement, amélioration des moyens de communication. Et on a les deuxièmes facteurs, ce sont les facteurs économiques. Les facteurs économiques, on a un coût ou une qualification, un coût moindre et une qualification meilleure des main-d'œuvre. On a une fiscalité avantageuse dans d'autres pays, une accélération des processus d'apprentissage, ça veut dire la réalisation des économies d'échelle. Restons toujours dans les facteurs économiques, on a la saturation de la demande dans les pays industriels, inégalité des dotations des pays en ressources productives, que ce soit les ressources naturelles ou économiques, uniformisation partielle des modes de consommation et dernièrement, prolongation de la durée de vie de cycle des produits. Alors, on passe aux facteurs politiques. Les facteurs politiques qui permettent l'internationalisation, c'est premièrement la diminution des obstacles tarifaires et non tarifaires, la création des zones libres d'échange et des communautés économiques et l'incitation des pouvoirs publics à ce niveau-là. Alors, on passe maintenant au facteur juridique. Alors, le facteur juridique, c'est contourner les dispositions légales contraignantes, ça veut dire les normes écologiques, les normes de production, les codes de travail, etc. Alors, le choix préalable de l'internationalisation se fait en deux niveaux. Se fait au niveau de choix de pays, premièrement. Alors, le choix de pays, c'est l'accessibilité physique et commerciale et administrative. Et deuxièmement, le risque de pays. Et troisièmement, l'ampleur du marché. Quatrièmement, la capacité de l'entreprise à satisfaire les besoins détectés au sein de ce pays. Deuxième choix, c'est le choix de produits. Alors, adaptation des produits existants pour répondre aux particularités des consommateurs. Les produits nouveaux capables de satisfaire au maximum les utilisateurs nationaux et étrangers. C'est pour ça qu'on opte pour une option d'internationalisation. Mais la stratégie de l'internationalisation a besoin de modes pour s'effectuer. Alors, le premier mode, c'est l'exportation. Alors, l'exportation, on a trois types d'exportation. On a l'exportation directe. Premièrement, l'entreprise commercialise ses produits à l'étranger par elle-même. Deuxièmement, l'exportation indirecte, l'entreprise utilise les services de coursier pour toutes les formalités douanières, financières et administratives. Et troisièmement, on a l'exportation associée. Cela consiste à créer un groupement ou bien un groupement d'exportateurs qui se dotent de moyens de prospection et de vente. Par exemple, le GIE, qui est le groupement d'intérêt économique. Alors, deuxième mode d'internationalisation, c'est les réseaux de distribution. Alors, les réseaux de distribution peuvent être en deux formes, en création de réseaux à l'étranger, sans investissement,
par cession de licence ou bien franchise, ou bien par l'investissement direct, ça veut dire engager des capitaux à l'étranger pour y exercer des activités durables, par exemple création de filiales ou bien une fusion-absorption. Alors le processus d'internationalisation commence toujours par un diagnostic pour choisir des marchés ciblés. Alors on évalue la rentabilité au sein de ces marchés, on organise notre logistique et notre capacité à s'installer dans ce marché. Et dernièrement, on contrôle tous ces processus-là pour vérifier notre diagnostic de départ. Alors, les risques de l'internationalisation. L'internationalisation affecte positivement et négativement à la fois les pays d'origine et les pays d'accueil. Merci pour votre attention et votre suivi. On se voit dans une prochaine séance pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.